Deuxième séquence avec les retours d'expérience d'exploitants et de David Louben. Donc je demande à François, Hubert, Gaël de nous rejoindre. Que des profils très particuliers, des jeunes, des anciens, des gens qui font du transfert dans les vignes. Voilà un peu le panel, pourquoi ils sont là. Donc François, je vais te donner la parole. Je vais te laisser te présenter un peu ton exploitation. Donc tu peux voir aussi en face devant toi, pour me suivre, les images. Donc bonjour à tous. Alors c'est pas facile de commencer l'intervention, surtout derrière l'orateur qui m'a précédé. Mais bon. Alors la particularité de l'exploitation, elle se trouve sur deux sites. Un site en Champagne-Crayeuse à Sommevel et l'autre site principalement à Voilemont en argilo-calcaire. Donc deux sols totalement différents, deux natures de sols totalement différents. Et il y a 30, le temps passe vite, 35 ans, se posait le problème de bien travailler. C'est-à-dire qu'avec les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire charrue, préparation du sol, semis, c'était assez compliqué de faire du bon boulot dans les deux sites. Donc j'ai eu l'idée de réduire le travail du sol, donc ce qu'on appelle communément les TCS. Et puis petit à petit, je me suis aperçu que travailler le sol profondément, c'était pas forcément utile. Et très tôt, j'ai couvert mes sols à chaque fois que c'était possible. Et il y a quelques années, 10 ans à peu près, je suis carrément passé à ce qu'on appelle le semi-direct. Et j'ai intégré un groupe qui a travaillé l'agriculture de conservation. L'agriculture de conservation des sols. Et c'est là où j'ai vu des progrès très importants sur la qualité des sols et également sur ce qu'on appelle la biodiversité. Donc, toi, le travail du sol, pour toi, c'est quoi comme pour le sol? Tu as une expression? Le travail du sol, si on peut déléguer le travail du sol à d'autres, je dis que c'est très bien. Ça fait pas forcément du temps de gagner parce qu'il faut quand même bien observer son sol pour savoir si tout se passe bien. Donc en l'occurrence, le travail du sol, je le délègue, vous voyez, il y a une photo là. Je le délègue aux couverts d'interculture qui sont faits systématiquement et à chaque fois que c'est possible. Donc là, en l'occurrence, il y a des févroles, une plante pivotante, donc, qui fait un travail considérable sur le sol. Le tournesol, puis d'autres cultures, du radis, de la facélie, etc. J'ai à peu près tout essayé. Je fais des mélanges d'espèces. Donc, pour en revenir à la févrole, ce qui est intéressant, c'est un très bon fabricant, on va dire, d'azote. Et tu le mets avec quelle autre culture, la févrole? Alors, la févrole, je m'en sers en culture principale sur une petite partie de l'exploitation. C'est pour, en premier lieu, avoir les deux points de la PAC. Ah oui, parce qu'agriculteur, quelque part, on l'oublie souvent. Tout à l'heure, ça a été évoqué juste en fin d'intervention. Mais bon, on travaille principalement pour vivre. On a besoin d'argent, surtout après quand on a des enfants, qu'il faut élever, faire des études et tout ça. Donc voilà, ça revient à ça. Et alors cette culture de févrole, elle me sert aussi à avoir de la semence pour les couverts et également pour mettre en association avec du colza. Donc sur les photos, là, on ne s'en rend pas compte, mais c'est des champs de colza qui sont sous les févroles ou associés. Oui, c'est la petite photo à gauche. Alors c'est spectaculaire, mais alors là, ça rend un service incroyable à la culture de colza. Ça a un effet insecticide, on pourrait dire. Enfin, pas vraiment insecticide, c'est répulsif à certains insectes. Et tous les ans, je fais des comptages avec des tests Berlez, et c'est vraiment spectaculaire. J'ai pas de problème pour les altises. Bon, ça apporte de la vie au sol en plus. Pour moi, c'est une plante merveilleuse qui s'associe très bien avec du colza.
et qu'on devrait, nous autres agriculteurs, utiliser beaucoup plus souvent. Et donc ta vie du sol, enfin, comment tu l'observes, le truc invisible là? Alors la vie du sol, en direct, disons que je vois plutôt les résultats de la vie du sol. Donc là, une belle photo de vers de terre qui sont en train de copuler, donc qui vont se multiplier. Alors c'est régulièrement que j'en vois. Bon, quand je vais voir une parcelle, alors à certains moments de la journée, je pense que la nuit, on en verrait beaucoup plus. Et donc, quand je vois ça, moi, je suis content. Alors, naturellement, il y a les turicules de vers de terre. Et là, cette photo, là, elle a été prise dans une parcelle de craie. Et il y a quelques années, il y avait vous connaissez tous les sols de Champagne qui sont très hétérogènes. Il y a des fonds colorés, des buttes plus blanches, on va dire, où la craie est affleurante. Et maintenant, même dans les buttes, je trouve des turicules de vers de terre, donc ça me réjouit. Ça me permet de dire que je suis sur la bonne voie, il faut que je continue. Dois persévérer, comme on dira à l'école. Et tes pailles, tu les vois comment? On voit la dégradation des pailles, qui est toujours spectaculaire. Alors, il faut savoir que je n'utilise pas de broyeur pour les pailles, c'est-à-dire je ne rebroye pas les éteules comme il se fait habituellement. Donc ça, au point de vue économique, c'est non négligeable. Puis bon, pour moi, ce sera une perte de temps, parce que je cherche à semer les couverts directement au plus près de la récolte de la céréale. Donc là, on voit bien les turicules et puis toute la paille qui se dégrade assez vite. Bon, naturellement, là, je ne fauche pas à 40 cm de haut, hein, c'est plutôt 20-25, et puis voilà. Donc après, d'autres exemples que tu es fier de nous montrer? Ça, c'est une fourmilière qui est en plein champ. Alors, vous allez me dire, c'est le hasard. Enfin, c'est un coup de chance d'avoir tombé là-dessus. Eh bien non, il n'est pas rare que je trouve des fourmilières dans les champs. Alors c'est sûr que là, si le sol était bouleversé régulièrement, je ne pense pas que les fourmilières les fourmis y éliraient domicile. Et là en plus, je crois bien que c'était dans un passage de pulvé. Alors donc, c'est que le sol aussi également est nettement plus portant. Et il n'y a pas des gros roches, donc une fourmilière à cet endroit, incroyable. Alors les fameux champignons dont on parlait tout à l'heure. Bon, là, je pense qu'il y a des mycorhizes partout. Alors, bon, j'en vois pas régulièrement, j'arrive pas à faire de liaison entre les pratiques et puis la présence ou non de champignons. Voilà. On voit bien aussi en surface tous les résidus de la paille du précédent. Là, ça devait être un blé sur blé. Et également les résidus du couvert. Parce qu'entre deux blés, naturellement, il y a un couvert à base de légumineuses. Donc tu ne fais pas de lien entre tes pratiques et ce que tu observes, mais ce que tu vois, tu ne le vois pas forcément dans les autres parcelles. Enfin, tu les vois bien. Enfin, c'est bien un changement tu ne voyais pas avant. Oui, il y a plein de choses que je ne vois pas avant. Et comme je vais rester modeste, assez observateur, je regarde aussi ce qui se passe chez les voisins. Bon, alors, en plus de la coloration du sol qui est différente, je vois aussi, il n'y a aucun problème de ravinage, de joie-glos s'infiltre nettement mieux. Il y a plein de choses comme ça. Voilà. Alors, ce que j'aime bien, par exemple, dans les couverts, qu'on a vu tout à l'heure, ou dans le colza, quand on arrive vers le mois de septembre, mois d'octobre, c'est me mettre à couper dans le couvert quand il y a un rayon de soleil et de voir tous les insectes qui volent autour. Alors tout à l'heure on parlait d'abeilles. Pour moi c'est un bon indicateur. Parce qu'il faut savoir que dans les auxiliaires qui nous intéressent, nous autres agriculteurs, c'est les micro-hyménoptères. Il y en a beaucoup qui sont des auxiliaires pour nous, car ils pondent à l'intérieur des ravageurs et comme ça font baisser la pression des ravageurs. Ok. Bon, on a presque fait le tour, François. J'avais encore quelque chose quand même à montrer. Ouais, vas-y. On est large. De pas grand-chose, mais on est large. Ça le fait.
Je ne sais pas si ça a J'y ai arrivé. je ne sais pas si ça a une comment C'est pas autorisé, on va ça. dire. C'est- Ce n'est pas autorisé. Scientifiquement, c'est valable. Attends, vas-y, quoi. Vas-y. Voilà. Alors je ne sais pas si scientifiquement c'est valable, mais ça c'est un slip. Voilà, c'est pour ça. Hein? Je ne reconnais pas forcément. C'est pas un string, hein. C'est un slip en coton. Bon slip, des années 60, on va dire. Ben, c'est Sylvain qui l'avait planté qui l'avait enfoui dans une de mes parcelles. On a été une dizaine d'agriculteurs à avoir fait ça. Et bon, là, c'était un des slips qui était le plus attaqué, hein, qui était le plus attaqué par les micro-organismes du sol. Il a resté à peu près 3 mois, je crois, hein, c'était ça. Je sais plus. 3 mois dans la parcelle. Et il était au même niveau de destruction qu'un slip qui avait été mis dans une parcelle menée en agriculture biologique. Donc, quelque part, je me dis que l'agriculture de conservation des sols, même si elle utilise du glyphosate, c'est quand même pas mal. On arrive à quelque chose de très, très intéressant. Ok, merci. François, donc toi, tu as fait ton propre expérience, ça s'est construit au fur et à mesure. Hubert, toi qui es beaucoup plus jeune, tu vas prendre le relais. Donc présente un petit peu ton exploitation, ton site, s'il te plaît. Alors, donc, je suis installé depuis le 1er janvier 2020 à Saint-Martin-sur-le-Pré, une petite commune à côté de Châlons. Grosso modo, je suis installé sur 2 tiers en terre de craie et 1 tiers en vallée de Marne à Juvigny, donc inondable une bonne partie de l'hiver et même l'été maintenant, depuis 21 et l'année dernière. Pour rentrer un peu plus dans la discussion dans ce cadre-là, comme beaucoup de jeunes, je pense que je suis un grand passionné du machinisme agricole, des nouvelles technologies, un peu tout ça, ce qui m'a amené à m'intéresser à ce métier-là, mais très vite, au moment de la réflexion pour le projet d'installation, il y avait cette idée de pas forcément de reproduire exactement le même schéma qu'avant et de m'intéresser beaucoup plus au végétal et pas qu'au matériel, c'est-à-dire de prendre conscience du sens du métier qui va m'accompagner toute ma carrière et de me dire qu'est-ce que je peux faire évoluer. Surtout que je me suis installé justement dans une année, l'année de la jaunisse, mais surtout dans un contexte de sécheresse. Il y avait surtout le contexte pour les semis de luzerne où c'était très compliqué. Et pour les couverts, où pareil, je voyais une grosse problématique là-dessus. Et un peu plus tardivement, aussi au même moment, il y avait aussi la problématique de la vallée de Marne où historiquement mon oncle labourait quand même quasiment tous les ans en la vallée. Reprendre des terres en vallée de Marne qui sont inondées et qui ont été labourées au printemps, c'est toujours un peu galère. Ça fait du lard, c'est des terres en limon argilo-calcaire. C'est très énergivore en matériel. Et surtout, je remarquais des effets de terre. C'est-à-dire qu'avec l'inondation de l'hiver, on voyait des grandes des coulées de terre. Et notamment dans les basses où on se rendait compte que sur des dizaines d'années, on commençait à perdre de plus en plus de terre fertile et c'était de plus en plus compliqué en fait, de rattraper un peu ça. Donc dès mon installation, j'ai dit bon, j'arrête complètement le labour. De toute façon, j'ai jamais été un fanat de labour de base. J'arrête le labour en vallée de Marne, principalement pour cette raison-là. Alors cette petite photo-là, elle illustre juste une année où je me suis amusé à faire le contour des champs pour un peu nettoyer avec un outil. Et j'ai remarqué qu'en fait, après l'inondation, en reprenant la terre au printemps, donc vous voyez le contour qui a été travaillé et la partie restante du champ qui n'a pas été labourée. En fait, au printemps, je me suis rendu compte que la terre était beaucoup plus colorée, ça reprenait un peu plus vite, elle était beaucoup plus douce à reprendre. Inversement, la partie que j'avais travaillée était beaucoup plus blanche, claire, et c'était du béton à reprendre. Donc ça m'a convaincu justement de ne plus labourer ces terres-là et de moins les travailler, de pas les travailler tout court. Par contre, aujourd'hui, dans mon système d'exploitation, il y a le maïs et les betteraves où je suis obligé de travailler un minimum parce que je ne suis pas encore équipé en strip-till. Autrement, tout le reste, je suis passé en pur semi-direct. D'accord. Et maintenant, toi aussi, c'est pareil, comment tu observes cette foutue évolution, cette biodiversité des sols? Comment tu essayes de savoir que tu vas dans le bon sens? Je pense que ça a déjà été un peu dit par François et même avant, pendant la conférence. Assez récemment, surtout on l'a vu avec le contexte d'excès d'eau. J'ai pu le faire aussi dans le cadre du GEDEM, un test d'infiltration d'eau. Et ça, c'était assez marquant parce qu'on voyait que d'une parcelle qui a été labourée, travaillée assez régulièrement en face de chez moi, et là où j'étais sur une parcelle en semi-direct depuis 3 ans,
La terre paraissait très très dure, avec le test avec la bêche. Pour autant, en faisant le test d'infiltration d'eau, on voyait que la terre était capable de garder beaucoup mieux l'eau. Et ça, c'est un élément qu'on peut voir sur l'année qu'on vient de vivre, avec un certain nombre de millimètres, où la terre arrive à beaucoup mieux absorber l'eau. Il y a aussi la question de la portance, aussi, qu'on doit retourner beaucoup plus facilement dans les parcelles et de ne pas avoir des gros rouages de pulvée. Quand on fait venir les machines pour la vinasse ou le digesta, ça passe quand même beaucoup mieux. Et puis oui, de manière générale, bon, c'est pareil, on l'a évoqué aussi un peu avec les vers de terre, mais aussi des éléments ah oui, alors ça, Celle-là, elle se lit. mon collègue, enfin mon voisin, il va un peu rigoler, mais ça c'est un peu l'envers de la médaille, c'est qu'on est en semi-direct depuis quelques temps. On a des mauvaises surprises parfois qu'on fait un peu un tour de plaine, et là, bon, on le voit par rapport avec mon voisin où les sangliers s'en sont donnés à cœur joie cet automne dans un semi-direct de blé. Mais c'est une manière un peu rigolote d'illustrer que effectivement on a peut-être une vie du sol qui est un peu plus diversifiée et qui intéresse un peu plus les sangliers, quoi. Voilà. Non, mais c'est une preuve aussi, c'est une façon de voir. Après, il y a une partie aussi un peu, je vais dire un peu moins peut-être visuelle, mais plus quantifiable autrement. C'est on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est la biomasse microbienne, enfin ce qui se passe dans les premiers centimètres du sol. On a eu l'occasion de faire des tests avec Celestalab, où j'avais des résultats à peu près similaires pour pas mal d'aspects par rapport aux agriculteurs qui font partie du groupe. Par contre, il y a un élément qui était où là où je me décrochais beaucoup plus, donc sur une parcelle référente qui est en semi-direct depuis 3 ans, c'était la biomasse microbienne. Et la manière dont, après, un peu plus techniquement, l'azote était libéré, valorisé à court terme. Et on avait noté un gros changement par rapport à des pratiques culturelles en TCS ou en labour que j'ai pu comparer avec des voisins. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément quantifiable visuellement, enfin on ne voit pas clairement la différence. Par contre, quand on commence un peu à faire des analyses un peu plus poussées et qu'on voit peut-être un peu la libération de l'azote et comment se comporte le sol, on arrive peut-être un peu mieux à expliquer pourquoi. Sinon, toi, tu te donnes encore des marges de progrès, t'en es où ? On va dire que je suis un peu autodidacte parce que déjà passé en semi-direct dans la Marne, on ne peut pas dire qu'on soit un grand nombre. Enfin moi j'ai toujours l'impression d'avoir été un peu vu comme un ovni un peu dans le coin. Et c'est toujours un peu délicat quand on sème et qu'on sème dans du vivant ou même dans des couverts avec un coup de glyphosate par rapport aux voisins qui labourent ou des chômes encore. C'est toujours un peu bizarre à percevoir. Et notamment, enfin, il y a aussi le contexte du système en terre crayeuse. Enfin, on n'a pas beaucoup de recul par rapport à d'autres régions de France qui sont beaucoup plus avancées. Et j'ai pu le constater en faisant quelques formations. En fait, la Champagne crayeuse, comme c'est une terre assez spécifique, il faut toujours un peu adapter parce qu'il y a des choses qui ne sont pas valables dans les autres schémas. Et donc en fait, on va dire que voilà, j'ai quand même fait un peu de formation. Je me suis un peu renseigné un peu à gauche à droite sur ce qui se faisait. Aller voir aussi quelques agriculteurs un peu précurseurs dans la Marne. Mais après, c'est aussi beaucoup de, j'ai envie de dire, de tests terrain. Donc il ne faut pas non plus trop se louper, surtout dans un projet d'installation où on n'a pas trop le droit à l'erreur, surtout sur des surfaces qui ne sont pas forcément très grandes. Je ne dis pas que je me suis jamais pris de gamelle, il y a 2-3 essais un peu foirés au début. Par contre, maintenant je commence à tomber dans on va pas dire un rythme de croisière, mais bon voilà, je commence à apprendre de mes erreurs et à savoir ce qu'il ne faut pas répéter. Et voilà, donc on va dire depuis 1 ou 2 ans ça se passe un peu mieux. Et puis je commence surtout aussi à voir parce que voilà. Combien de fois j'ai entendu dire oui, le semi-direct ça marche pas. Je suis d'accord, ça marche pas. Si au bout d'1 an on essaye, ça marche pas. Bah oui, si on met pas tout en œuvre, l'apport de matière organique, les couverts, moi je m'en rends compte. Une parcelle commence à avoir les effets vraiment bénéfiques que sur 2 ou 3 ans minimum. Enfin, on peut pas espérer que du jour au lendemain, on achète un smart de semi-direct, on plante une moutarde et on se dit c'est bon, je suis passé en semi-direct et puis non, finalement ça marche pas. Moi je suis plutôt dans une démarche de moyen long terme. Je sais qu'il y aura des moments où ça a peut-être un peu moins bien marché, mais je suis aussi capable de comprendre que mon sol ait besoin de cette transformation-là et qu'il y a peut-être même un petit déficit au début, voire une stagnation avant d'avoir un bénéfice un peu plus sur le long terme. Ok, merci pour ce retour. Après, on pourra aussi poser des questions. On va donner la parole à Gaël. Alors Gaël, lui, il fait peur aux conseillers. Il me fait peur. Par contre, il est là aujourd'hui parce qu'en fait, il a démarré par l'agricole avec à peu près le même parcours. Il y a un transfert en Viti, donc c'était ça qui... Je te laisse te présenter, Gaël. Ouais, donc Gaël Dupont, donc agriculteur et viticulteur dans le sud-ouest de la Marne. Pour la partie agricole, j'ai pratiquement tous les types de sols qui existent. J'en ai 5-6 parce qu'on est sur une vingtaine de communes.
enfin 15 communes. Et puis après, en viticole, c'est pareil, une exploitation assez éclatée et beaucoup de types de sols différents. Donc ça amène une certaine contrainte pour les orientations et puis aussi l'organisation. Donc moi, je me suis installé en 2006 sur une partie agricole. Tout de suite, j'ai arrêté. Mon père faisait déjà pas mal de TCS, mais j'ai arrêté directement le labour. Et donc, et on est passé au semi-direct il y a 10 ans maintenant. Et en plus du semi-direct, on a rajouté rapidement beaucoup d'options. Et c'est ça qui était un peu plus casse-gueule parce que il y avait, comme tu disais tout à l'heure, une personne qui le fait dans le coin. Et bon, faut tester jusqu'au bout pour voir où est la limite. Donc on a testé pas mal. Et donc après, pourquoi tu as basculé en vigne? Alors, en fait, on a commencé, donc mes parents avaient des vignes, ça facilite déjà. Et, et en fait, rapidement, je me suis dit, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage de faire ça dans les champs, alors qu'on ne le fait pas sur une culture à valeur ajoutée. Et surtout, on avait des problèmes d'érosion. On savait qu'il y avait l'arrêt des herbicides qui normalement devait arriver. Bon, alors il n'est jamais arrivé parce que tous les ans on décolle d'un an, mais il y avait toutes ces pressions-là qui nous amenaient à se poser des questions. Et on a commencé à remettre de l'herbe, ensuite à mettre des couverts dans les vignes. C'était vraiment la. Donc ça c'est la dernière année. Parce qu'en fait, dans les vignes, le problème c'est qu'il n'y a pas de matériel qui existe. Il n'y a pratiquement pas de technique, surtout en vigne étroite. Et en Champagne, on a quand même des sols différents d'ailleurs, donc on ne peut pas tellement reproduire, il faut tout créer. Donc c'est la 5e version du SMOIR en 6 ans. Et donc au début, on a fait du semi-direct, parce qu'on est en viticulture classique. Aujourd'hui, on est en viticulture bio en plus. Et avec le bio, automatiquement l'enherbement il est plus en forme, il n'y a plus du tout de glyphosate. En fait, le problème, c'est que, comme disait tout à l'heure Marc-André, c'est que les graminées désherbent très très bien. Et quand on a un couvert de raies-gras, si on veut semer dedans, hormis les févroles qui peuvent lever, le reste, rien ne lève. Et donc la seule solution, c'était de retravailler. Donc là, cette année, on a fait développer des prototypes de fraises pour travailler sur 1,5 cm, 2 cm, pour scalper et que ça désherbe et que ça crée un peu de terre fine. Et là, maintenant, ça y est, on arrive au bout. Voilà, on voit les belles levées. Donc cette année, malgré l'année hyper compliquée, on a réussi à avoir des belles levées. Et ce qui n'était plus le cas depuis 2-3 ans. Et voilà, donc là, je pense que voilà, on est reparti en arrière. Ça, c'est des années qu'on réussit. C'était au début de la transition en bio. Donc là, on n'avait encore pas trop de renherbement et donc du coup, on arrive à faire des beaux seigles févroles. Là, il y a même du trèfle incarnat avec. Et aujourd'hui, là, ça y est, on va arriver à le faire en bio. Et on a remplacé le glyphosate par un tout petit peu de travail du sol, comme souvent c'est en ABC, parce que il n'y a pas le choix. Au bout d'un moment, il faut faire un peu de propre pour pouvoir laisser la nouvelle culture. Avant, on avait du gel, on ne l'a plus toujours. Faut trouver des nouvelles solutions, quoi. Donc bon. Et donc, comment tu as été accompagné par rapport comment tu t'es organisé, comment tu as alors, au début, en fait, ce qui nous a... moi, j'étais purement agriculteur. Et en fait, il y a le GI2E Arbre et Paysage avec Jérôme Courget qui s'est monté à ce moment-là. On a été mis en contact avec Léa. Et donc, du coup, tout de suite, lui, ça l'a intéressé parce que j'avais le côté très agricole qui avait de l'expérience dans les couverts. Lui, il avait d'autres expériences en viticole et on a permis d'accélérer. Ça a permis de monter un GI2E et on a fait des essais à une quinzaine de viticulteurs pendant 3-4 ans et ça a bien accéléré le mouvement. Alors, tout le monde n'avançait pas à la même vitesse, bien sûr, dans un GI2E. Donc, on est 3, on faisait 100% de notre surface. Donc, c'est pas le même. On a soulevé des nouvelles problématiques. Quand tu fais ça sur 10 arts, sur une exploitation, tu peux te permettre des choses que tu vas te dire, je vais le faire à la main, je vais faire machin et tout. Quand tu le fais sur toute ton exploite, et là, il faut trouver des solutions parce que tu ne peux pas accepter d'être toujours dans la galère. Et alors, on a essuyé des gros problèmes. Par exemple, la moutarde d'Abyssinie, je conseille à personne en viticole parce qu'en fait, ça crève pas et ça te fait des arbres et à la fin, tu n'as plus qu'à les faire au sécateur parce que les intercepts, ils n'arrivent pas à les faire. Et plein de petits trucs comme ça il a fallu chercher. On a essuyé un peu des trucs, mais on y arrive. Ce coup-là, on va dire que là aujourd'hui, l'objectif, c'est de réussir tous les ans de la même qualité et de pouvoir le reproduire chez tout le monde. Et on y arrive. Et aujourd'hui, je suis aussi accompagné avec chez Moum Perrier-Jouette dans un groupe qu'on a aussi initié et que ça permet d'avancer aussi et d'avoir d'autres. Le but aujourd'hui, c'est de faire grossir les gens qui font ça parce qu'on voit clairement les avantages au niveau de l'érosion et au niveau de la biodiversité.
Et après, ouais, qu'est-ce que tu vois comme autre, enfin comme indicateur en grande culture, on parle beaucoup des vers de terre, la dégradation des pailles. Alors là, ils sont En là vigne, aussi, hein, a priori, clairement. tu as vu par rapport au chlorose, il semble. Ouais. Alors ça, on ne sait pas si c'est dû à la vie du sol ou si c'est dû au passage en bio. Moi, j'avais des vignes historiquement que mes parents chlorisaient énormément. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on n'a pas mis de calettes de fer. Et les vignes sont plus vertes qu'avant. Elles poussent plus de la même façon parce qu'avec des gros couverts, en fait, ça ralentit le réchauffement de la terre et elles prennent du retard, mais elles rattrapent par la suite. Il y a plein de choses les vignes sont plus aérées. Enfin, il y a beaucoup de choses, des dynamiques qui ont changé. Il faut s'habituer. On arrive quand même à faire du rendement. En Champagne, on arrive à faire des rendements exceptionnels avant. Alors certes, on a accepté de descendre un petit peu en rendement, mais on fait toujours notre AOC. Donc c'est ça l'essentiel. Et puis, puis l'autre objectif, c'est d'avoir des vignes peut-être mieux ancrées dans le terroir et qui vont peut-être mieux exprimer le terroir. Parce qu'on fait du vin, et un vin de terroir. Donc en fait, tes pratiques, elles ont un impact de travail du sol, d'érosion sur la biodiversité. Enfin, tout est lié et inversement. Ouais, on a planté aussi des haies qu'on a vu au début là, en bordure des parcelles. Ça, c'était il y a 4 ans, 5 ans. Donc pour l'instant, on n'en a pas encore mis dans les vignes parce que moi, j'ai un très petit parcellaire. Et donc en fait, si j'en mets déjà autour de mes parcelles, j'ai déjà suffisamment de couverture, quoi. On a vraiment des toutes petites parcelles. Mais on va y arriver. Après, aujourd'hui, par exemple, un exemple. Avant, il y avait des chevets en haut des vignes, enfin, ou des tétières, suivant les secteurs de la Marne, on appelle ça. Donc, il y a des buttes qui font 30-40 cm de haut pour éviter que l'eau passe du raillage d'au-dessus en dessous. Aujourd'hui, on les a toutes supprimées. On n'a pas de problème d'érosion pour autant. Je récupère toute l'eau des voisins. Moi, ça me plaît bien. Comme ça, j'ai de l'eau dans ma vigne. Et il n'y a plus de problème, en fait. L'eau, elle arrive. Elle fait 5 mètres dans la vigne. C'est fini, c'est arrêté. Toute l'eau reste sur place. Et ça, c'était inimaginable avant. Quand j'ai démonté les tétières, mon père et mon beau-père, ils m'ont pris pour un fou. Hein. Et bon, aujourd'hui, ils disent « Ah bah, ça va mieux travailler ». Bah oui, ça va mieux travailler. Et tu penses refaire un transfert de ton expérience vigne en grande culture? Ouais, alors en fait, en vigne, le gros problème, c'était plus la gestion de l'enherbement. Bien sûr, le mildiou et l'idium, hein, mais ça, on arrive à le gérer avec beaucoup d'extraits de plantes et du cuivre et du soufre. Et en fait, aujourd'hui, la vigne, le sol, c'est bon. Donc maintenant, dans les champs, on va dire que l'agriculture de conservation, c'était bon. Maintenant, on amène... moi, j'ai supprimé déjà dans les champs les insecticides, les fongicides et les régulateurs. Et là, le dernier problème, c'est les herbicides. Donc là, on commence à trouver des solutions, mais clairement, on va être obligé de remettre un tout petit peu de travail du sol, de scalpage ou de choses comme ça. Et ouais, l'objectif, on ne se ferme pas de passer tout en bio, mais faut être prêt, quoi. Moi, je le fais pas parce que c'est pour être bio, c'est parce que en fait, j'ai plus besoin de mettre de produits et que c'est équilibré. Mais on le fera quand le sol nous dira que c'est prêt, quoi. Voilà. Ok, merci pour ton expérience. Alors là, on change de catégorie. David Houben. Donc je vais reprendre ton titre, hein. Après je te laisserai te représenter plus. Donc directeur au Collège Agro-Sciences Unilassal. Donc toi, ton regard en tant que chercheur de ce retour d'expérience, toujours un peu comment on arrive à observer l'invisible. Puis je vais te laisser la zapette, ce sera peut-être plus simple, bouton vert pour avancer. Merci beaucoup. Donc, effectivement, moi, je suis enseignant-chercheur en sciences du sol, donc j'ai une double casquette, à la fois de former des jeunes et de faire de la recherche. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le sol et aussi à la multifonctionnalité des sols. Donc, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des sols ce matin. Et donc, les sols, ils rendent toute une série de services qu'on qualifie parfois de services écosystémiques, donc des services qui vont être bénéfiques pour l'homme, mais pas que pour l'homme. Et donc, l'idée ici, c'est de se dire, bah, tiens, finalement, ces sols remplissent des services, comment on peut optimiser le fonctionnement de ces sols pour qu'ils maximisent la fourniture de services. Et donc on parle beaucoup de services de production, mais on l'a vu avec l'intervention de Marc-André Sellos que les sols pouvaient aussi rendre toute une série de services différents, notamment favoriser l'infiltration de l'eau, stocker du carbone ou encore fournir de l'azote pour les plantes notamment. Donc là, je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà aussi pas mal parlé, mais toujours garder en tête que les sols, c'est un formidable réservoir de biodiversité. Et cette biodiversité, on va la rencontrer à différentes échelles, à la fois de l'infiniment petit
au visible, donc à la fois des micro-organismes, et puis on va passer par ce qu'on appelle la mésofaune, la macrofaune, et puis même la mégafaune, notamment les mammifères qui vivent dans nos sols et qui rendent également des services, même si parfois certains sont considérés probablement à tort comme des nuisibles. Alors juste un tout petit point sur le fait que cette biodiversité des sols, sachez qu'il y a un atlas qui est sorti, un atlas européen de la biodiversité des sols, qui est téléchargeable gratuitement. Donc c'est une initiative européenne, et pour toutes les personnes qui s'intéressent à la biodiversité des sols, c'est une source d'information assez remarquable, avec des photos, des illustrations, non seulement des différents organismes qu'on va retrouver au sein du sol, mais également une explication de leurs fonctions. Parce que ce qui a été dit ce matin aussi, c'est le fait que les sols abritent une biodiversité. Et ce qui n'est pas finalement le plus intéressant, c'est pas de savoir quelle est la biodiversité en termes d'espèces, quelle est la biodiversité taxonomique, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout quelle est cette biodiversité fonctionnelle. Est-ce que les organismes qui sont abrités par le sol peuvent nous rendre toute une série de fonctions, et pas uniquement une seule. Et donc voilà, ici juste une petite photo parce que Ah oui, vous voulez poser des questions? Non, mais après, j'ai un truc très intéressant, c'est les tests belges que tu présentes, prendre du temps à présenter comment les exploitants, avec un test belge tout simple, peuvent s'approprier cette biodiversité. Ok, donc Oups, c'est là. Voilà. Bon, voilà, donc ici c'est une illustration d'un petit test bêche. Donc c'est vrai que souvent le test bêche, on l'utilise pour caractériser la structure du sol, notamment les agrégats, notamment les mottes, pour avoir une idée de la structure physique, ce qui va nous renseigner notamment sur les phénomènes de tassement que l'on peut observer dans le sol, ce qui peut nous renseigner également sur les phénomènes d'imperméabilisation qui pourraient s'opérer au sein du sol et limiter l'infiltration, notamment suite à de la compaction des particules de sol entre elles. Mais en fait, le test bêche peut également être intéressant pour évaluer l'activité faunistique, en particulier l'activité des vers de terre, puisqu'à travers le test bêche, on peut déjà identifier la présence de bioturbation. Donc la bioturbation, c'est quoi? C'est simplement ce transfert des vers de terre, en particulier des vers de terre anéciques, au sein du sol. Et ces vers de terre, ils vont transporter de la matière organique vers les profondeurs et de la matière minérale vers la surface. Et donc cette bioturbation, parfois on peut l'observer, parfois on ne va pas du tout l'observer. Donc comment l'observer? Eh bien simplement à travers l'observation de présence de trous. Ces trous sont en réalité des galeries verticales, en particulier pour les vers de terre anéciques. Et donc, en qualifiant la quantité de pores que l'on va observer, donc de trous que l'on va observer au sein de ce test, on va pouvoir avoir une idée de l'activité de cette bioturbation. Et donc, on peut l'observer simplement, déjà voir s'il y a ces macropores ou ces trous au sein de la motte qui a été prélevée, mais on peut également surtout regarder ce qu'il y a à l'extérieur de cette motte, et notamment voir si on a des portions tassées ou peu tassées. Et généralement, c'est on va dire la présence de portions tassées va nous renseigner sur la présence ou non de vers de terre et d'une activité de bioturbation importante. Donc moins il y aura de tassement au sein du sol, plus il y aura de trous, notamment au sein de la motte, et bien plus on pourra conclure qu'on a une activité importante de bioturbation. Voilà, parmi les autres indicateurs, parce que voilà, comme je l'ai dit, je suis enseignant et chercheur. Donc ce qui m'intéresse, c'est premièrement de comprendre comment le sol fonctionne et comment les pratiques impactent le fonctionnement du sol. Mais ce qui est aussi très important, c'est de transmettre la manière dont on va pouvoir observer le fonctionnement du sol, notamment aux jeunes que l'on forme, de manière à ce qu'ils puissent, en toute connaissance de cause, promouvoir ou non certaines pratiques. Et donc on sait très bien, et ça a été dit par tous les intervenants, que on peut observer la présence de vers de terre, notamment à travers les trous qu'ils réalisent, mais surtout aussi les turicules qu'on va observer en surface. Donc là, on va rester sur de l'observation.
Mais en réalité, en fait, on peut aussi extraire les animaux du sol ou les piéger. Donc on peut faire des extractions en collectant le sol et puis en le dépouillant en quelque sorte et en identifiant les différents types d'organismes que l'on va rencontrer. Alors tous les organismes ne sont pas nécessairement extractibles aussi facilement. Parfois on va devoir les piéger pour pouvoir les identifier, ou alors on va devoir extraire le sol et ensuite passer au laboratoire pour récolter tout ce qu'il abrite en matière de mésofaune, donc notamment les colamboles, les acariens. Et généralement, cela nécessite malgré tout un peu de connaissances pour pouvoir identifier le type d'organisme que l'on va rencontrer. Alors pour certains organismes, c'est assez simple, hein, les vers de terre, c'est pas trop compliqué pour les identifier, surtout dans nos parcelles agricoles, puisque le nombre d'espèces est relativement faible. Néanmoins, pour les colamboles ou pour les acariens, il faut un petit peu plus on va dire, d'expérience, ou en tout cas, il y a des clés qui existent et qui permettent à l'utilisateur de pouvoir les identifier un peu plus facilement. Mais généralement, ça doit passer par de l'observation à la loupe. Alors, il existe aussi d'autres méthodes. Donc là, ici, l'idée, c'est pas d'identifier précisément quel type d'organisme est présent, mais plutôt de demander aux organismes de travailler et ensuite d'observer le résultat de leur travail. Et donc ça, vous l'avez montré juste avant. Donc j'ai repris l'illustration du slip en coton, donc évidemment en coton bio, incorporé dans les sols et ensuite à prélever après un certain temps. Bio, pas bio, les bactéries si elles mangent. Oui, bien sûr, mais on va éviter de mettre des produits dans le sol, c'est plutôt ça. Et après, il existe aussi des méthodes un peu plus qui ont été standardisées également. Il y a même des publications là-dessus, qui est le TBAC Index notamment. Donc là, l'idée, c'est un peu le même principe que le slip, hein. Ça va être de mettre des sachets de thé, et particulièrement du thé vert et du rooibos, dans le sol et d'aller ensuite observer la perte de masse de thé dans ces petits sachets. En fonction du temps. Et donc il y a un indice qui a été développé et qui a l'avantage en fait dans la mesure où c'était, donc ils sont bien caractérisés, c'est des thés Lipton sans faire de pub, et donc il a l'avantage de pouvoir être utilisé à différents endroits dans le monde, et donc ça permet d'avoir une base de données assez conséquente pour pouvoir comparer aussi les biomes entre eux. Et puis ensuite, il existe aussi toute une série de tests un peu plus, on va dire, sophistiqués, qui nécessitent des moyens analytiques, des moyens de laboratoire, notamment ce qu'on appelle les biologues écoplés. Donc là, en fait, on va confronter une solution de sol qui contient des micro-organismes à différentes sources de carbone, et on va regarder l'état de dégradation de ces différentes sources de carbone, et cet état de dégradation peut être observé à travers la couleur que vont prendre les puits, et ensuite en mesurant plutôt la couleur à travers une mesure d'absorbance, on pourra déterminer dans quelle mesure chaque source de carbone différente a pu être altérée et décomposée par les micro-organismes abrités par le sol. Puis il existe aussi des mesures un peu indirectes également, comme le Slake test. Hein. Ici, j'ai mis une petite illustration où là, l'idée, c'est de voir comment le sol, et plutôt une motte de sol, va résister à l'action dégradante de l'eau. Et généralement, en fait, on sait que, et ça a encore été très bien dit ce matin, que cette structure du sol, ce maintien de la structure du sol va être lié à la biodiversité que ce sol abrite. Et donc plus un sol aura une biodiversité notamment fonctionnelle élevée, généralement plus il se maintiendra. Pourquoi ? Simplement parce que dans ce sol, on va retrouver des agents agrégeants qui vont favoriser le maintien des particules de sol entre elles et donc limiter cette dispersion des colloïdes du sol une fois qu'ils sont mis dans l'eau. Et puis enfin, juste pour parler d'outils, parce que généralement, quand on estime les fonctions, on cible une fonction particulière. Souvent, finalement, c'est la fonction de la décomposition de la matière organique, mais il existe des outils plus intégrateurs, notamment BioFuncTool, qui a été développé par des collègues de Montpellier. Et ces outils ont l'avantage de fournir un indice de la qualité des sols en étudiant différentes fonctions, notamment des fonctions liées à la structure physique, mais également aux transformations carbonées, et enfin au cycle des nutriments, notamment tout ce qui va concerner la disponibilité de l'azote. Alors, je voulais juste illustrer ici, c'est une
Ouais, ok, ça marche. Je voulais juste illustrer ici une publication qu'on a réalisée. Et donc, comme je le dis, je le répète aussi, donc on est enseignant-chercheur et donc nous, ce qu'on aime, c'est confronter nos étudiants à l'évaluation des pratiques agricoles qui sont mises en place par les agriculteurs. Et donc ici, c'est un travail d'étudiant qui a pu être publié, donc un travail assez simple, mais malgré tout qui a généré des résultats intéressants, où l'idée c'était de travailler avec des agriculteurs, notamment des agriculteurs qui étaient issus de l'APAD, donc l'Association pour la promotion d'une agriculture durable. Et on a eu la chance de pouvoir étudier la décomposition de la matière organique, et notamment ici les petits sachets de thé, dans des parcelles qui avaient été converties en non-labour. Alors, de manière plus générale, elles étaient passées en semi-direct, hein, donc il n'y a pas que l'action du labour, mais il y a également le fait d'implanter un couvert végétal, de maintenir ce couvert végétal en permanence. Et en fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que finalement, cette activité biologique, elle était plus importante chez les exploitants qui étaient passés en non-labour depuis plus longtemps. Et ça, c'est important, et c'est juste pour leur dire aussi, c'est que changer de pratique, observer l'impact du changement de pratique sur la biodiversité, sur l'activité biologique, ça prend du temps. Et parfois, il faut être patient. Et donc, ce qui est important, en parlant d'indicateurs, c'est de suivre l'évolution temporelle de ces indicateurs et ne certainement pas conclure qu'après 2 ans, voilà, j'ai changé ma pratique et pourtant, j'observe encore rien. En fait, je sais que ce n'est pas toujours facile de pouvoir être patient, en particulier chez les agriculteurs. Et vous avez toute mon empathie. Mais en tout cas, toujours est-il que voilà, il faut avoir du temps et parfois, ça augmente même de manière linéaire et puis on va atteindre une certaine stabilité, mais parfois ça prend peut-être une dizaine d'années avant d'observer ce nouvel état d'équilibre dans le sol. Voilà, et juste le dernier mot que je voudrais dire, c'est que, et ça n'a pas été dit, donc je préfère le redire, c'est que le sol, ça reste toujours un milieu de vie, hein, ça a été dit beaucoup de fois, et donc si on veut favoriser la biodiversité, et en fait, tout ce qu'il faut, c'est offrir à la fois le gîte et le couvert. Et quand je détruis le gîte, j'impacte la biodiversité du sol qui est abritée, et quand j'impacte aussi le couvert, si je mets toujours le même type de nourriture, en fait, je vais en quelque sorte agir comme je vais avoir un filtre qui va sélectionner uniquement certains organismes, alors que si je diversifie la nourriture, j'aurai davantage tendance à favoriser une biodiversité, en particulier si je diversifie ma nourriture d'un point de vue fonctionnel. Donc je vais mettre des racines fines, je vais mettre des racines épaisses, je vais mettre une matière facilement dégradable, une matière un petit peu plus difficilement dégradable. Et tout ceci va permettre aussi de favoriser la diversité dans le sol. Donc ce que je fais au-dessus a des impacts sur ce qu'on va retrouver en dessous. Et donc vous l'avez montré tous les trois, vous avez à la fois notamment réduit le travail du sol, donc vous préservez le gîte, mais en plus j'ai pu constater que vous diversifiez la nourriture, puisque vous aviez notamment des couverts diversifiés, notamment avec des racines, notamment avec des légumineuses différentes. Et donc tout ça, c'est un ensemble de bonnes pratiques qui devraient avoir des répercussions bénéfiques. Merci beaucoup, on peut les applaudir. On va donner la parole à Pierre, là, qui dessine tranquillement dans son coin. Ouais, c'est tout sauf tranquille, hein, cette histoire. Mais j'ai beaucoup mieux compris que la première heure. C'était l'objectif. Je vais croiser les doigts pour qu'au fil de la journée, ça soit de plus en plus accessible à un néophyte. Non, merci de ces 3 expériences et de cette synthèse. Moi, là encore, je découvre. Et en plus, je connais pas bien la typologie et la nature des lieux. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses positives et je retiens beaucoup de patience en fait de vos expériences de difficulté à sortir d'un modèle qui était pour certains familial, si j'ai bien compris, et de faire le pari de fonctionner différemment d'autres. Donc je vais essayer de remettre ces mots-là, à la fois la notion du pari, des bénéfices à moyen ou long terme, de la patience et de la certitude de proposer un modèle pertinent. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Benoît? Oui, vous avez parlé un peu aujourd'hui, vous avez constaté que par rapport à certains parasites, les mélanges que vous faites donc en culture intermédiaire peuvent avoir une efficacité. Donc nous, on l'a constaté aussi sur l'exploitation avec mon fils. Et
On peut se poser la question quand même, c'est qu'aujourd'hui on a des parasites, j'en prendrai des principaux qui sont les limaces, puisque la peur, la grosse peur dans les couverts, c'était ça au départ, c'est de multiplier les limaces, etc. Or on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Et donc est-ce que vous pensez qu'à terme, on aura le mélange miracle d'espèces qui va répondre à un certain nombre de parasites qui nous embêtent un peu aujourd'hui et qui sont un peu un des facteurs limitants pour que les agriculteurs que plus d'agriculteurs avancent dans ces systèmes. Les limaces, ça a été particulièrement compliqué cette campagne. Alors je pense que moi-même, ça fait plusieurs années que je suis en non-labour, au semi-direct et tout ça. J'ai beaucoup de carabes dans mes sols. Et là, il y a eu tellement de limaces que l'auxiliaire, il n'a pas répondu présent, il n'était pas assez. Il a fallu lui donner un coup de main, donc par l'application d'anti-limaces. Et j'ai même ressemé du colza. J'ai repassé un deuxième coup de semoir avec du colza. Par endroits, il y avait des trous. Là, actuellement, donc, la parcelle, c'est bien, il n'y a plus de problème. Et j'ai mis de l'antilimace. Alors maintenant, il y a des antilimaces à base de sulfate de fer qui, normalement, d'après ce qu'on nous dit, n'ont pas d'effet négatif sur la biodiversité du sol. Donc ça, c'est un point positif. Alors, oui, c'est un des problèmes. Ça, c'est l'IMA, ça va être compliqué. Alors, je pense que c'est surtout suite... aux canicules qu'il y a eu quelques années auparavant. Je pense qu'il n'y avait plus de limaces, donc il y a certains carabes qui normalement auraient dû avoir une action sur les limaces qui n'étaient pas présents quand il y a eu la grosse infestation. Les limaces se sont multipliées beaucoup plus vite que les carabes, et ce qui fait que voilà, il y a eu un problème, et là il faut donner un petit coup de main à la nature. La nature n'a pas régulé d'elle-même les nuisibles, dans ce cas-là, il faut lui donner un petit coup de main. C'est sûr. Tout à l'heure, ça a été évoqué, le problème des auxiliaires qui ne sont pas toujours là au moment présent. Mais voilà. Alors à terme, il y a quand même des cultures qui favorisent plus ou moins les limaces. Dans les couverts, je pense qu'il y a le radis, elles n'aiment pas trop. Le facélie, pareil aussi, ça va pas mal. Enfin voilà. Ça, c'est un truc qu'il faut rebosser là-dessus. Et je pense qu'on ne connaît encore pas tout sur les limaces. Je ne sais pas si Hubert, quelqu'un veut compléter. Sinon, après, je prends une autre question. Sur les limaces, moi pareil, un problème, parce qu'en ayant des terres en brie, on connaît le problème déjà d'habitude, sans semi-direct. Et donc cette année, on s'est adapté. En fait, après le couvert entre deux céréales, par exemple, on a broyé qu'un rouleau et on a ouvert un tout petit peu, c'était tellement humide, de toute façon on ne pouvait pas semer. On a ouvert tout légèrement avec des dents tous les 25 cm, 2 cm, vraiment juste pour aller le dessus. En fait, ça a éclaté un peu et ça a évité que les limaces elles suivent les rayons de semi-direct. Et clairement, on a fait un essai à une parcelle où il y a les deux, avec ou pas de travail léger. C'est 3 fois la différence au niveau impact de limaces, quoi. Donc une année hyper humide et tout, peut-être qu'il ne faut pas s'interdire de faire ça pour éviter de mettre des anti-limaces aussi. En fait, on apprend, ça fait longtemps qu'on avait une pression aussi élevée quand même que cette année, on s'en doutait. Et il ne faut peut-être pas s'interdire une année comme ça de faire un petit gratouillage pour éviter le problème, quoi. Alors moi, première année où je découvre un peu les limaces et je suis un peu embêté avec. À part une bordure d'escourgeon, le long d'une bande bouchon tampon qui a été un peu grignoté sur 3-4 mètres, je pense que ce qui m'a sauvé inconsciemment, je l'ai fait aussi pour ça au début, c'est d'avoir roulé au Cambridge. Donc je sais ma classe Moradon fine tous les 25 cm, mais j'ai voulu tout rappuyer pour justement un peu perturber un peu plus. Et puis en fait, je me rends compte aussi qu'avec les intercultures courtes, il y a toujours plus ou moins une crucifère dedans. Les 3/4 des limaces que j'ai retrouvées dans la parcelle étaient en train de grignoter les restants de crucifères et n'étaient pas sur le rayon de blé ou d'escourgeon. Donc je pense que ça joue aussi un peu là-dessus. Après, j'ai pas remarqué que par rapport à des voisins qui travaillent conventionnellement, d'être plus embêtés qu'eux. Enfin, j'ai pas de gros trous qui sont apparus ou de grosses zones. Et je pense que le rouleau Cambridge m'a bien sauvé le coup pour cette année. Après, pour les auxiliaires, de manière générale, on parlait un peu du colza. Moi, je sais que le fait d'avoir des couverts un peu à gauche, à droite, très diversifiés,
ça peut permettre aussi de, enfin moi je sais, même si j'ai un code associé de base, mais ça peut aussi se permettre de sauver un peu la culture en place, parce qu'on joue à proximité, on a aussi des couverts qui attirent aussi d'autres espèces et auxiliaires à proximité. Excuse-moi. Je veux juste rebondir parce que c'est vrai que c'est important et c'est valable pour les limaces, mais pour autre chose aussi. C'est important de réfléchir à la pratique et à ce qui se fait à l'échelle de la parcelle, mais je pense que c'est aussi important de réfléchir à l'organisation spatiale du paysage. Et donc, en fait, parfois, il existe également des aménagements agroécologiques qui peuvent favoriser les auxiliaires et potentiellement, notamment, abriter certains carabes qui peuvent ensuite être utiles pour lutter contre les limaces. Et donc, en fait, il ne faut pas opposer l'organisation du paysage avec ce qui se passe à la parcelle, mais il faut toujours avoir cette vision intégrative et systémique, puisque c'est un peu ça finalement la finalité, c'est de se dire ok, ce que je fais sur ma parcelle, mais qu'est-ce que je fais autour qui peut être aussi bénéfique pour ma parcelle. Au fond, il y avait une question. Vous nous avez parlé de différents outils pour mieux comprendre le fonctionnement de nos sols, sachant qu'on travaille sur des temps lents en agriculture. Je suis ici. J'aimerais savoir si l'intelligence artificielle allait être un de vos futurs outils pour mieux comprendre nous. Oui, en fait, de toute façon, on ne peut pas faire sans l'intelligence artificielle. Alors le tout, c'est de réussir actuellement, c'est encore très exploratoire, l'intelligence artificielle. Donc il y a du bon, il y a du moins bon. Ce sur quoi on essaie déjà de capitaliser, c'est tout ce qu'on appelle le machine learning. Donc c'est-à-dire grâce aux bases de données que l'on va pouvoir utiliser, récolter, compiler, essayer de densifier ces données pour ensuite développer des modèles, notamment sur base de l'intelligence artificielle, on peut potentiellement avoir une idée de l'évolution de l'impact des pratiques sur la biodiversité. Après, il y a toujours quelque chose qu'on ne sait pas, c'est comment va évoluer le monde, notamment en matière de climat. Donc on peut globalement avoir une idée, hein, il y a des modèles qui existent, mais néanmoins on n'est jamais à l'abri de certains aléas climatiques qui sont particulièrement embêtants. Je pense notamment aux dernières pluies, on n'aurait pas nécessairement imaginé avoir autant de pluie dans certaines de nos régions. Et donc en fait il y a toujours une part d'inconnu avec laquelle il faut naviguer. Et donc l'intelligence artificielle reste un outil, mais ça reste pas nécessairement la solution. Et donc il faut pouvoir l'utiliser au même titre que d'autres outils qui sont à notre portée pour pouvoir avoir un mix des deux et pouvoir surtout s'adapter rapidement. Et ça reste quand même l'expertise de l'agronome qui ne peut pas être mise de côté. Donc l'intelligence artificielle, c'est un outil, mais ça remplacera jamais les hommes. Ah, Mathias. Alors, je n'ai pas nécessairement de questions. En fait, je suis en agriculture bio de conservation et il y a une chose qu'on n'a pas parlé depuis ce matin, c'est que je considère que, enfin voilà, que mon expérience, le plus gros travail à faire, c'est sur soi-même, la prise de risque, enfin voilà, tout ça. Et il y a aussi, enfin c'est ce que je dis depuis quelques années, là on parlait des limaces, donc on voit toujours quelque part le problème, mais on se pose jamais la question de pourquoi les limaces elles viennent. Parce que quelque part, elles sont un problème, mais elles peuvent être en même temps la solution, comme les plantes sauvages, etc. Donc je pense que les instituts de recherche devraient se poser les questions autrement pour qu'on puisse voir tel sujet d'une autre manière. Merci. Ok. Bien. On va les remercier une dernière fois. Marc-André, Hubert, Gaël, David, François. Je vous souhaite un bon appétit et rendez-vous à 13h30 pour attaquer l'aérien. On va passer au-dessus. Merci.